Plateau, deux invités politiques, Bernard de Flessel, député UMP des Bouches-du-Rhône, et puis Roger Gérard Schwarzenberg, président du groupe radical républicain démocrate et progressiste. Il est 14h35, nous sommes à 25 minutes des questions au gouvernement. On prend la direction de l'hémicycle où on retrouve Thomas Soulier. Thomas, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les thèmes qui seront abordés cet après-midi lors de cette séance ? Eh bien, cette séance, Brigitte, sera largement consacrée aux résultats des européennes. 3 jours après la victoire du Front National, les différents partis vont interpeller le gouvernement sur les réponses à apporter à ce choc dans les urnes. Les socialistes et les communistes d'abord veulent en savoir plus sur la nouvelle orientation de l'Europe prônée par François Hollande. Les écologistes, eux, appelleront le gouvernement à des réformes urgentes. Après ce séisme de dimanche, vous entendrez notamment Barbara Pompili, la coprésidente du groupe écologiste, sur ce sujet. Et enfin, les radicaux de gauche s'alarmeront du fort taux d'abstention lors du scrutin. Côté UMP, on a choisi notamment 2 thèmes d'actu. D'abord, l'emploi. Le nouveau taux de chômage sera connu dimanche, et puis ce soir à 18h, je confonds avec les européennes. Et ensuite, l'opposition alertera le gouvernement sur d'éventuelles coupes budgétaires dans le domaine de la défense. Vous le savez, l'exécutif dément, mais l'opposition maintient la pression sur le gouvernement. Merci Thomas Soulier. Rendez-vous 16h avec vous sur ce plateau pour la suite des questions d'actualité. J'accueille Bernard de Flessel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP des Bouches-du-Rhône. Roger Gérard Schwarzenberg, bonjour. Vous êtes président du groupe RRDP, donc radical républicain démocrate et progressiste ici à l'Assemblée. Alors on va commencer par parler de l'UMP, Bernard de Flessel, au lendemain de la démission de Jean-François Copé. On l'a vu ce matin, il faisait ses cartons, il est passé au siège de l'UMP, puis ils se sont retrouvés aussi à l'Assemblée, les copéistes. Est-ce que vous pensez que Jean-François Copé pourra se présenter au congrès du mois d'octobre ? Écoutez, on verra. On n'en est pas là pour l'instant. L'important, c'est qu'il doit se reconstruire, moralement, physiquement, si j'ose dire. Mais j'ai trouvé quand même, je lui ai fait un petit mot en lui disant que rarement j'avais vu quelqu'un qui descendait de cheval et qui 2 heures après était capable de remonter dessus. C'est peut-être parce qu'il a l'image de Zorro. Voilà, tout à fait. C'est cette image-là que j'ai prise d'ailleurs, bien sûr. Il est très déterminé, il est pugnace. Vous avez essayé de le soutenir ? Oui, tout à fait, parce que c'est un ami. Donc, mais c'était pas tenable hier au bureau politique ? Je ne sais pas que c'était pas tenable, mais je crois qu'il l'a fait en grande responsabilité. L'idée, c'était évidemment de protéger la famille politique, qui est un grand parti, qui est un parti de gouvernement, qui aspire bien sûr, dans les années à venir, à reprendre les rênes du pays. Et donc, il fallait protéger à la fois le pays, à la fois, bien sûr, les électeurs, les adhérents. Et donc, il a pris la bonne décision. Et vous ne craignez pas de nouvelles divisions au mois d'octobre ? Les présidents de partis sont... Non, mais il y aura une élection, c'est très démocratique. Les 3 premiers ministres qui ont été nommés pour faire l'intérim vont préparer le congrès. Il va y avoir un congrès vraisemblablement au mois d'octobre, vers le 12. Et puis, il y aura des candidats, et puis on votera. Donc, tout ça, il fallait Nicolas à la fois Sarkozy, protéger la famille. En tant que candidat, il y avait 2 objectifs. Protéger la famille, protéger un grand parti d'opposition, et puis deuxièmement, revenir vers les militants. C'était sain. Je crois que nos militants sont en partie déboussolés, et donc il fallait leur redonner la main. C'est ce que nous avons fait. Nicolas Sarkozy, candidat au mois d'octobre, ça vous surprendrait ? Invitez-le, il vous répondra. Vous le souhaiteriez ? Qu'il soit invité sur votre plateau, bien sûr. Bien sûr, et qu'il soit candidat ? Eh bien, nous verrons. Vous verrez. Et sinon, vous, quel candidat vous pourriez... Mais attendez, ils ne se sont même pas déclarés, les candidats. Attendez un peu, nous allons prendre le temps de la réflexion. Puis, un candidat, pourquoi faire ? Quelle ligne politique ? Voilà. Est-ce qu'il faut un fort parti d'opposition Oui, bien sûr, bien entendu. Il y a une alternance qui se produit assez souvent dans la vie politique française. Donc, nous nous réjouisserons pas du tout des difficultés que connaît actuellement l'UMP, que d'autres partis ont connues parfois dans le passé. Il est très sain qu'il y ait 2 grands partis, au fond, 2 coalitions qui fonctionnent efficacement. Alors, je pense que l'UMP sortira de ces difficultés bien sûr, de manière progressive, toujours, en tout cas en octobre. Vous voyez, ça c'est la réflexion d'un professeur de droit, un grand professeur de droit, parce qu'avant de rentrer dans votre studio, je lui rappelais que j'avais été son élève en première année. On était très gamins. En sociopolitique, et il m'avait mis une très bonne note, j'en ai encore le souvenir, vous vous rendez compte ? Donc je ne peux pas le martyriser pendant ce débat, c'est pas possible. On verra, le débat n'est pas terminé. On va poursuivre parce qu'il y a les questions d'actualité cet après-midi à l'Assemblée. Une question UMP sur l'emploi, et c'est Denis Jacquat, député UMP de la Moselle, qui va la poser. Il est à votre micro, Germain Andrieux.
Oui, dans quelques instants, il va poser sa question dans l'hémicycle sur le chômage et sur l'emploi. Très concrètement, quelle va être votre question dans l'hémicycle? Ma question, ça va d'abord être un constat. Le constat, c'est quoi? C'est qu'au niveau national, depuis que François Hollande est président de la République, eh bien, on a zéro de croissance. On a 425 000 de chômeurs donc supplémentaires. Et j'ai l'impression que le gouvernement n'a pas pris conscience du fait que les Français veulent travailler et que les mesures qui sont prises jusqu'à aujourd'hui ne donnent aucun résultat. La preuve, c'est que le chômage augmente 4,4%. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Vous attendez des réformes structurelles? Vous attendez plus de mesures sur l'apprentissage? J'attends des mesures structurelles, parce que les mesures conjoncturelles, ça dure qu'un temps. Les mesures structurelles, c'est pour toujours. Et par exemple, concernant l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui crée de l'emploi, c'est qu'on évite de taxer sans arrêt les entreprises, qu'on leur donne de la liberté pour travailler et surtout des règles et surtout des seuils qui soient beaucoup plus souples. C'est ce qui va être mis en place en partie par le gouvernement. Il faut aller plus loin. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez? Oui, par exemple, et vous avez cité donc l'apprentissage par exemple, les textes qui viennent de sortir sur l'apprentissage, d'une part découragent les entreprises à embaucher des apprentis et le deuxièmement, en supprimant certains crédits, on fait que les très petites entreprises qui souhaitaient donc embaucher n'auront plus donc les crédits nécessaires et par conséquent moins d'apprentis, ça fait moins de CDI par la suite. Merci Denis Jacquard. Voilà, cette piste avec l'apprentissage comme réforme structurelle pour améliorer l'emploi. Merci Germain Andrieux. Roger Gérard Schwarzenberg, est-ce qu'il faut aller plus vite, plus fort sur l'emploi? François Hollande avait promis l'inversion de la courbe. Surtout, c'est respecter les engagements pris. Je dis ça pour le MEDEF, parce que le CICE, vous savez, le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui représente 20 milliards d'euros, ce qui est considérable, pour aider les entreprises. Il est nécessaire de les aider, doit s'accompagner de contreparties en matière d'emploi, en matière d'investissement. Donc il y a fort heureusement une mission d'information qui vient d'être constituée par le président de l'Assemblée, de manière à voir ce qui est fait concrètement par les entreprises de ces incitations financières qui leur sont procurées. Vous auriez souhaité quelque chose de plus cadré, Oui, ce n'était pas assez cadré. On l'a dit d'ailleurs à l'époque, et François Hollande a parlé dans sa conférence de presse de janvier de contrepartie, d'un observatoire des contreparties, de manière à voir ce que les entreprises mettent en face. Alors il est où cet observatoire des contreparties? Pour l'instant, il n'est nulle part, il n'existe pas, mais il a vocation à exister, donc j'espère qu'il sera créé très prochainement. Et je crois aussi qu'il y a le problème général de la réduction du déficit public. Si l'on va sous la contrainte de Bruxelles à la réduction dès 2015 du déficit public à 3% du produit intérieur brut, cela aura des effets dépressifs, voire récessifs sur l'activité économique et donc sur l'emploi. Donc il faut négocier aussi de ce côté-là. Sur l'emploi, le crédit impôt compétitivité emploi, vous pensez qu'il va porter ses fruits? Il faut aller plus fort et plus vite. Mais c'est la faute des entreprises, il faut que les entreprises jouent le jeu? On ne va pas à chaque fois remettre la faute sur les uns et sur les autres. Tout ce que l'on voit, c'est que c'est le cœur finalement de cible. C'est elle qui embauche, donc c'est vrai que... Oui, mais c'est le cœur de cible de la préoccupation des Français aujourd'hui. C'est le chômage. On va avoir des chiffres qui vont être annoncés ce soir. Ils ne seront pas bons. Ils ne seront pas catastrophiques, mais ils ne seront pas bons. Alors François Rebsamen n'a dit pas d'amélioration immédiate ni d'aggravation significative. Ce qui veut dire qu'ils ne seront pas bons. Et ce qui veut dire que, grosso modo, les choses vont continuer malheureusement à volo en 2014 jusqu'en 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un véritable échec de la politique menée par François Hollande en matière de chômage? Pour l'instant, oui. Il voulait inverser la courbe, on a vu ce qu'il en était. Et aujourd'hui, tous les organismes internationaux qu'on consulte montrent qu'il ne peut pas y avoir d'inversion de courbe avant fin 2015. Regardez le chiffre qui est impressionnant, dont on a peu parlé. C'est le chiffre de la croissance du premier trimestre, 0%. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder pourquoi on a fait 0% de croissance, alors que l'Allemagne fait 0,8%. On fait 0%, mais on fait moins 0,5% sur l'investissement des entreprises, moins 0,5% sur la consommation intérieure et à peine 0,2% sur la production de biens et services. Donc le mécanisme de construction du chiffre de la croissance que je viens de décrire fait qu'on a une croissance zéro. Et quand on a une croissance zéro au premier trimestre, on sait très bien que le trend, c'est-à-dire la pente qui va nous amener à la fin de l'année, qui était de 1%, risque d'être raté. Donc ça veut dire qu'on peut faire 0,7, 0,8, 0,9. C'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on sait qu'il faut faire au moins un 5 structurellement pour refaire de l'emploi. Donc on s'en réjouit pas. Hein. Comment vous expliquez qu'en matière d'emploi, ça ne décolle pas, alors qu'il y a ce CICE, qu'il y a les emplois d'avenir, qu'il y a les contrats de génération, il y a quand même des emplois aidés qui devraient permettre un frémissement. C'est pas mis en œuvre encore. La situation serait pire s'il n'y avait
pas ces solutions dont vous parlez. Le chômage s'est accru aussi sous le quinquennat précédent. Ce qui est vrai. Bon, il continue à s'accroître, ce qui n'est pas satisfaisant. C'est une responsabilité collective, au fond. Et il faut se mobiliser tous ensemble pour lutter contre cela. Mais si l'on se met dans des contraintes très très fortes par rapport à la croissance, ce qui serait le cas avec les 3% du PIB dont je parlais tout à l'heure, on n'arrivera pas à avoir une croissance qui soit suffisante pour créer les emplois, car comme le disait notre collègue, 0% au premier trimestre, c'est évidemment assez peu. Et 1% qui est prévu pour l'ensemble de l'année, ce n'est pas beaucoup non plus. Non. Ensuite, 1,7, bon, 2,5, il faudrait qu'il y ait un coup d'accélérateur. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, si l'on reste pieds et poings liés... On a l'impression qu'il y a une forme de procrastination européen. Et dans la mise en œuvre, en fait, des réformes. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Les réformes sont mises en œuvre. Simplement, il y a par rapport, notamment à Bruxelles, et par rapport aux docteurs de l'économie libérale, une sorte de révérence excessive de la part d'un gouvernement de gauche. Excessive. Donc tout ce qui est excessif étant inutile. Alors, je vais vous donner la parole, Bernard de Flessel. On avance parce qu'on va toujours parler de la France et de l'Europe avec cette question. Nous sommes à 15 minutes des questions au gouvernement. C'est François Asensi qui va la poser, député GDR de Seine-Saint-Denis, qui est celle des 4 colonnes, avec Germain Andrieux. Oui, il est à mes côtés. Dans quelques instants, il va poser sa question dans l'hémicycle sur l'Europe et plus précisément vos attentes sur la réorientation de l'Europe. Quelle va être votre question ? D'abord, je pose la question au gouvernement pour qu'il nous dise comment le président de la République entend réorienter l'Europe. Je crois qu'il n'a pas les moyens de réorienter l'Europe. Il a dit cela devant les chefs d'État européens. Cela étant, on reste dans la seringue de l'austérité, des 3%, et que Bruxelles dicte à la France sa politique. Vous remettez en cause aujourd'hui ces 3% ? Absolument, depuis longtemps d'ailleurs, parce que ça empêche la croissance, donc pas de croissance, pas d'emploi, et donc difficultés sociales pour la France. Mais ça entraînerait quand même des dissensions au niveau de l'Europe. Vous savez que c'est quand même quelque chose dont on ne peut pas s'affranchir. Il y a un pacte qui a été conclu. Comment faire bande à part sur ces 3% ? Il ne s'agit pas de faire bande à part. Il faut que la France reprenne sa souveraineté, son indépendance, son autonomie. Elle peut rester pro-européenne, je le souhaite d'ailleurs, mais il n'est pas question de rester dans les fourches codines d'une Europe libérale qui corsette la politique française, c'est tout simplement. Merci Monsieur Asensi, donc pro-Europe, mais pour une autre Europe, vous l'avez entendu. Merci Germain Andrieux. Roger Gérard Schwarzenberg, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait justement trop d'austérité. François Hollande est à Bruxelles. Est-ce que vous pensez qu'il a les moyens de négocier et est-ce qu'il a annoncé ? Vous laissez-t-il penser qu'il va justement réorienter l'Europe ? On a toujours les moyens de négocier, mais il ne faut pas être seul dans ce genre de négociation. Ça veut dire qu'il est isolé aujourd'hui ? Il faut qu'il y ait d'autres pays, non, pas personnellement, excusez-moi, mais il faut qu'il y ait d'autres pays qui soutiennent la même thèse. Alors, ce n'est pas pour l'instant totalement le cas, mais c'est vraiment une nécessité absolue. Finalement, ce qui se passe, comme vous le savez, c'est que c'est la Commission européenne, composée de technocrates non élus, qui fixe les normes essentielles en matière d'acheminement vers ce 3% des produits intérieurs bruts. Si la Commission a été dirigée, ce ne sera pas le cas, par quelqu'un étant social-démocrate, comme l'est Martin Schulz, qui n'est pas une étoile de première grandeur, mais qui en tout cas est social-démocrate. Le sort aurait été un peu différent de ce que c'est avec Juncker, qui est tout à fait intelligent et remarquable, mais qui a une conception très orthodoxe du libéralisme économique. Donc ça, ce sera au mois de juillet, la présidence de la Commission. Oui, la vraie question, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, on va être un tout petit peu, je dirais, on ne sera pas sur la même ligne avec Roger Gérard. Je crois que la France est isolée en Europe. Il faut dire les choses. On a perdu de notre aura. Parce qu'il n'y a plus ce couple franco-allemand ? On a perdu de notre aura pour 2 raisons. La première, c'est parce que le président de la République en France ne réussit pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Et que deuxièmement, il se retrouve isolé en Europe. Isolé parce qu'on a découplé le couple franco-allemand, et ce n'est pas bon, et qu'on a essayé de se tourner vers les pays du Sud comme l'Espagne, l'Italie. C'était au début de la présidence de Hollande, et qu'aujourd'hui, l'Italie de Renzi a tourné Kazakh et ne peut plus faire un bout de route avec nous, d'un point de vue idéologique. Et donc, on a un vrai problème. On est affaibli, on a perdu de notre aura. Or, il faut changer l'Europe. Nous sommes des Européens convaincus. Ce qu'il faut, c'est
changer l'Europe. Mais vous avez l'impression que là, elle va changer cette Europe dans les 5 ans qui viennent. On vient d'élire les députés. Concrète. On n'a pas d'Europe de l'industrie. On n'a pas d'Europe de l'énergie, avec ce qui se passe à nos frontières, avec le gaz russe, avec l'Ukraine. On n'a pas une Europe de la défense. Est-ce qu'il y a la volonté ? Est-ce qu'il y a le courage ? La volonté, il faut que la France pousse. À chaque fois que la France s'est engagée, à chaque fois qu'elle a été forte, elle a pu faire bouger les marges. Or, on ne peut plus le faire. Vous dites tout dépend de François Hollande. Parce qu'on est affaibli. Et donc, c'est évidemment Angela Merkel qui domine les débats. Et comme les autres nous font un peu moins confiance qu'avant, eh bien, on est isolé. Et donc, on est très faible. Et moi, j'ai bien écouté le discours du président de la République le lendemain des élections. En France, il nous a dit c'est la faute de l'Europe. Il est arrivé à Bruxelles, il a dit non, il faut qu'on change la France, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, on est affaibli et on est en position de faiblesse. Et ça, c'est pas bon pour la France, mais pour l'Europe également. Il y a tout de même des initiatives importantes qui sont prises par la France en Europe. Enfin, en Europe ou dans le cadre de l'Europe. Par exemple, ce qui se passe en matière d'opérations militaires extérieures au Mali, en Centrafrique. Mais malheureusement, nous sommes les seuls. C'est-à-dire que les autres pays n'envoient pas de troupes au sol. Et il faudra une Europe de la défense véritable. Mais la France est leader en la matière. Même si elle n'est pas suivie, de même qu'il faudra une Europe de l'énergie, enfin, une politique européenne de l'énergie, qui fait défaut pour négocier avec les fournisseurs, bien sûr. Notamment le fournisseur de gaz qui est Vladimir Poutine. On n'est plus en mesure d'orienter l'Europe. C'est ça qui nous fait mal, quoi, parce qu'on a toujours été un des moteurs de l'Europe, avec l'Allemagne en particulier, et on sent très bien qu'on perd la main et qu'on est moins écouté. Alors est-ce qu'il faudrait faire une Europe à deux vitesses, comme certains l'ont dit ? Ça arrive, parce qu'il y a ce qu'on appelle la coopération renforcée, où dans certains secteurs, certains pays se mettent ensemble pour faire plus que les autres. Mais l'Allemagne, qui est en effet assez leader actuellement, a pris des solutions très drastiques, avec parfois des bas salaires, avec des mesures restrictives il y a déjà plusieurs années. Et c'est ce qui peut expliquer à certains égards son succès économique. Mais un succès économique qui ne se traduit pas par un succès social. Alors on peut vouloir une Europe moins sociale. Bon, ce n'est pas ce que nous souhaitons, ni non plus d'ailleurs Monsieur de Flacieux. Mais est-ce que le succès de l'Europe dépend du succès de nos résultats sur le plan national ? En large partie, oui. Bien sûr. Mais donc c'est ce que les électeurs ont sanctionné aussi dimanche ? Non, je crois que les électeurs ont sanctionné l'Europe parce qu'ils ont l'impression que c'est une technocratie extérieure, située loin de leurs préoccupations, dont ils ne connaissent pas le fonctionnement, et qui fonctionne comme un carcan, au lieu de fonctionner comme un facteur de progrès, comme c'était le cas pour l'Europe de Jacques Delors ou même de Romano Prodi. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est pas qu'en France, parce qu'on focalise sur le cas français. Mais quand on regarde l'Europe, l'UKIP, qui est le parti en Angleterre, fait 29%. Au Danemark, c'est 23%. En Autriche, c'est 20%. En Hongrie, le parti qui était au gouvernement. Mais bien sûr. Donc, je veux dire, il y a une montée des populismes, du repli sur soi. Et comme la France n'est pas forte pour imposer ses idées, ça nous pose un vrai problème. Est-ce que c'est cette austérité pour vous qui fait monter le populisme ou bien au contraire ? C'est un débat qui est dépassé. L'histoire des 3%, moi je veux bien écouter notre ami Asensi, il nous explique les 3%. Mais de toute façon, on les a pulvérisés, les 3% de déficit. On est sur une base de 4,3 aujourd'hui et on vient de découvrir, c'est dans... Alors justement, les comptes 2013, il y a un écart de 14,6 milliards d'euros. La Cour des comptes s'interroge même sur la sincérité du gouvernement dans ses prévisions. Une réaction ? Les prévisions sont toujours un peu difficiles en période de crise économique. On peut faire un écart de 15 milliards ? Enfin, là, ce n'est pas des prévisions, c'est du réalisé, c'est le budget 2013. C'est rétrospectif, je veux dire. Attendez, 2013, qu'est-ce que dit la Cour des comptes du budget. Que les rentrées fiscales ont été 2 fois moindres. Les recettes fiscales. 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros de moins rentrées fiscales. Ça veut dire que dans ses prévisions, le gouvernement a été trop optimiste. Je pense, pour essayer de coller, puis pour coller à la feuille de route de Bruxelles, pour pas avoir à redemander encore une fois un délai. Et résultat des courses, la Cour des comptes dit, il y a pratiquement 15 milliards de moins rentrées fiscales. Ce qui veut dire, et ce qui l'a conduit à dire, ce budget est insincère et la préparation de celui de 2014, l'exécution plutôt de celui de 2014, va être dramatique. On va voir le collectif budgétaire de cet été, là. Vous parleriez d'insincérité également ? Écoutez, moi, c'est un mot qui est assez fort quand même. Je fais confiance à la Cour des comptes. Elle est bien plus compétente que nous pour décrire les choses. En plus, elle est indépendante. Donc... Je voudrais revenir d'un mot sur l'Europe. Si l'Europe est perçue négativement dans beaucoup de pays, et notamment la Grande-Bretagne, qui est une grande démocratie, le Danemark, qui est une démocratie aussi,
c'est parce qu'elle est perçue, je le disais tout à l'heure, comme un carcan, une sorte d'étau. Donc ce sont souvent les partis les plus anti-européens, le Front National en France par exemple, qui récoltent la palme dans ce genre d'élection pour sanctionner le fonctionnement actuel mais le Front de l'Union National, européenne. il veut carrément sortir de l'euro. Oui, avec des mesures tout à fait... Non, je suis tout à fait en désaccord avec le Front National. Non, mais vous pensez que les électeurs ont voulu dire ça aussi? Les radicaux de gauche, c'est d'ailleurs un radical de gauche, Maurice Faure, qui a signé cela. Non, ce n'est pas nécessairement sortir de l'euro, c'est une sorte d'irritation générale devant les contraintes imposées par la Commission qui était dirigée par Barroso, qui était au-dessous du médiocre, en gros, et qui a provoqué, qui a été inerte par rapport à la crise de 2007-2008, et qui ensuite est resté inerte dans les circonstances plus paisibles, n'a pas fait avancer l'Europe du tout, en tout cas pas vers le progrès. Donc il faut changer la gouvernance, il faut changer la méthode de travail, il faut être là aussi compétitif. Mais pour ce faire, il faut qu'on ait une France forte au milieu de l'Europe, parce que sans ça, on n'y arrivera pas à 28. Pour revenir en un mot sur cet écart dans les comptes 2013 entre l'exécution et les prévisions, il y a eu 30 milliards de hausse d'impôts et pourtant il y a des rentrées fiscales qui sont 2 fois moindres que prévu. Est-ce qu'on est arrivé à un seuil de saturation fiscale? Parce que ces 30 milliards s'additionnent à 30 milliards précédents, donc ça fait beaucoup. 30 milliards précédents, je veux dire sous le quinquennat précédent, plus 30 milliards sous l'actuel quinquennat pour les 2 premières années. Donc ça fait beaucoup sur les ménages, notamment pour leur consommation. D'où une moindre consommation et de moindres recettes fiscales liées à cela aussi. C'est normal que quand l'activité se ralentit... On connaît toujours la fameuse formule, elle n'a pas changé, l'impôt tue l'impôt. Hein. Trop d'impôts tue l'impôt. C'est la cour de l'affaire. Et donc, je crois qu'on est arrivé à un seuil qui avait été décrit d'ailleurs par certains ministres, en particulier c'était Moscovici, je crois, qui avait dit ras-le-bol fiscal. Quoi. Les Français en peuvent plus. Et dans ce contexte, les 50 milliards vous paraissent totalement... oui, mais l'équation à réaliser, c'est quand même qu'il faut assainir nos comptes publics. Hein. Sauf qu'il va falloir trouver 15 milliards d'euros supplémentaires. Ah ouais. Je ne sais pas comment ils vont construire le collectif budgétaire, on va voir un peu, mais bon, ça va être compliqué. Hein. Il est indispensable tout de même d'avoir une réduction des dépenses publiques. Bien sûr. C'est tout à fait indispensable, peut-être pas d'une manière aussi forte que celle qui est prévue, mais c'est une des seules manières de redresser les finances publiques qui sont dans un état en effet assez préoccupant, avec une dette qui s'élève à 2000 milliards, c'est-à-dire pratiquement l'équivalent du produit intérieur brut d'une année. Alors je propose qu'on aille sur les réseaux sociaux maintenant, voir ce que pensent les internautes. C'est le buzz.